Les personnes connectées nous entendent. Faites-nous un petit... Oui. Ah, super. Ouais, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent et nombreux à notre invitation. À l'époque, on n'imaginait pas que nous serions pile dans un entre-deux-tours relativement malaisant. Donc, j'espère qu'on va prendre un peu de recul ensemble ce matin. Et surtout, merci à nos deux invités, Clément Lecuivre et Nathalie Meurer, gouvernés par sa raison d'être à l'heure de la CSRD, mythe, réalité ou futur incontournable. La question est nouvelle, elle est récente. Vous allez donc, Clément et Nathalie, nous partager vos premières convictions, vos retours d'expérience, mais aussi certainement vos doutes ou vos inconnus. Nous allons passer 1 heure ensemble avec, je crois, un temps de questions à la fin, si nous ne sommes pas trop bavards. Et bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions sur le fil de la conversation et on les capture au fur et à mesure et on les reprendra dans le temps final. Alors, avant de vous présenter nos invités, quelques mots sur votre hôte. Donc, je suis Anne-France Bonnet. J'ai créé le cabinet Nova Vista il y a près de 20 ans aujourd'hui. Et également en 2018, j'ai cofondé l'association qui s'appelle aujourd'hui la Communauté des entreprises à mission. Je ne vois pas les slides qui tournent, c'est normal. Ah, voilà. Donc, nous sommes un cabinet pure player qui travaille exclusivement sur les sujets du sens, de l'utilité, de la responsabilité à travers différents champs d'intervention. On travaille beaucoup sur les notions de raison d'être et sur le modèle de la société à mission et donc sur les gouvernances associées, sur la structuration de politiques de responsabilité et sur les sujets de performance globale. On a également 4 convictions dans la façon dont on exerce notre métier: la transformation, la singularité des organisations et donc de nos clients, les dynamiques collectives et la recherche d'impact. Et enfin, nous avons rejoint il y a 2 ans maintenant le groupe de conseil en stratégie et transformation KEA, puisque selon nous, le sens, l'utilité et la responsabilité doivent plus que jamais s'arrimer très étroitement aux opérations et aux stratégies. Alors, à présent, nos invités que je remercie à nouveau. Je vais commencer par Nathalie Meurer. Donc, Nathalie, vous êtes directrice du développement durable et des projets 2030, donc étroitement associée au business. Et j'en profite pour dire que vous étiez précédemment dans la finance. Donc, c'est intéressant, vous avez une vision très 360 sur les sujets liés à la durabilité. Vous êtes au comité de direction de la maison spirituelle du groupe LVMH NC, qui exerce son métier depuis plus de 250 ans. Aujourd'hui, on en est à la 8e génération de maîtres assembleurs, donc Renault Fillou Gironde, et vous exportez plus de 70 millions de bouteilles vendues chaque année, donc 90% à l'export. C'est un métier extrêmement particulier et on imagine bien les enjeux de durabilité que vous avez à traiter. Donc, puisqu'on parle de raison d'être et de CSRD, un mot sur la gouvernance. Donc, vous avez aujourd'hui un comité de direction dont vous faites partie. Et vous avez un comité raison d'être, dénommé par son petit nom le CORE, donc qui est un organe de dialogue stratégique autour de la raison d'être. La raison d'être, rappelons-la, qui a été élaborée pendant de nombreux mois, 9 mois exactement, en collectif, et qui a été annoncée début 2020. Donc je la lis rapidement. De génération en génération, nous créons des cognacs d'exception, issus de la rencontre d'une nature unique et du talent des hommes, servis aux 4 coins du monde. Cet esprit de conquête nous pousse toujours à investir l'avenir en cultivant le meilleur. Animés par une recherche inlassable d'excellence, nous nous engageons à, et je ne vais pas vous relire, les 5 engagements sur lesquels s'assoit votre raison d'être et qui structurent et qui guident aujourd'hui vos réflexions. À présent, Clément Lecuivre, merci à nouveau d'être parmi nous, Clément. Clément, vous êtes directeur général de la filiale immobilier du groupe CDC, donc CDC Habitat. Ce groupe propose aujourd'hui plus de 550 000 logements locatifs sociaux, intermédiaires et libres. Vous êtes un acteur majeur du logement en France. Vous êtes présent dans toutes les régions et en Outre-mer,
avec 10 000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour répondre aux demandes de logement en France et faciliter les démarches des locataires. Donc, en termes de gouvernance, vous avez un directoire et un conseil de surveillance. Et là également, en ce qui concerne votre raison d'être, qui est inscrit dans les statuts depuis 2023 et qui a aussi été travaillé pendant de nombreux mois et en collectif. Donc, engagé pour un habitat durable et accessible à tous, nous œuvrons dans les territoires pour concevoir des cadres de vie adaptés à la diversité des locataires et des résidents, aux évolutions sociétales et aux défis environnementaux. Une raison d'être qui est elle-même assise sur 4 engagements que je vous laisse découvrir, mais que je ne vais peut-être pas relire à présent. Alors, un dernier mot avant de démarrer nos échanges. On trouvait intéressant d'aligner les participants sur le cadre de pensée. En fait, pourquoi on a pensé que c'est une bonne question? En tout cas, pour nous, c'est une bonne question qui nous meut au quotidien, gouvernée par sa raison d'être à l'heure de la CSRD. En fait, la loi Pacte, rappelez-vous, a ouvert le bal il y a 5 ans en propulsant la raison d'être dans notre cadre réglementaire. Les entreprises ont désormais la possibilité de se doter d'une boussole de long terme, une étoile polaire, comme le disent certains, un cadre ou un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent, et qui permet, on le voit sur le schéma qu'on vous propose, de se voir avec une certaine verticalité et de penser sa stratégie et ses opérations à travers cette nouvelle grille de lecture. La CSRD, qui est une impulsion européenne, vient, elle, profondément changer de braquet dans la construction et le pilotage des politiques de durabilité, avec l'exhaustivité qu'elle propose, la double matérialité, donc impact et financière, qui mobilise aujourd'hui les directions financières, et enfin, sa promesse de comparabilité et de transparence à venir. Donc, tout ça en toile de fond, une gouvernance qui, rappelez-vous, prend en compte aujourd'hui, en tout cas au niveau réglementaire, hein, prend en considération les enjeux socio-environnementaux, mais également les raisons d'être quand elles sont statutaires. La CSRD, elle, également prise en compte dans la gouvernance à travers les comités d'audit. Donc, comment tout ça s'articule? Est-ce que ces 2 leviers sont des leviers puissants pour engager la transformation ou en tout cas la transition des organisations? Ou est-ce que tout ça ne sert à rien? Donc, pour explorer le sujet, en fait, on vous propose 3 séquences. Une première séquence plus autour de la culture et des collaborateurs, une deuxième séquence sur la stratégie et une dernière sur la gouvernance. Et pour explorer ensemble si CSRD et raison d'être représentent des leviers puissants dans les transitions. Donc, on va démarrer peut-être par la première séquence sur la culture, le sens et la façon dont les collaborateurs s'approprient ces nouvelles dynamiques. Alors, je vais peut-être commencer par Clément. Clément, alors je ne vais pas rappeler la raison d'être de CDC Habitat qu'on a vu il y a quelques instants, mais Clément, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment vous avez positionné la raison d'être depuis 2023 en interne et comment elle est vécue culturellement par vos équipes? Merci Anne-France, bonjour à toutes et à tous. Je vous l'avais rappelé rapidement, je vais juste redire ce qui est CDC Habitat. C'est une définition comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt général. Donc, vous l'avez rappelé, nous détenons et gérons un peu plus de 550 000 logements, ce qui fait de nous un des principaux groupes immobiliers en France et essentiellement concentré sur le logement social, le logement intermédiaire, le logement des classes moyennes en général, et nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts, donc groupe public. Pour répondre à votre question, la raison d'être, en fait, elle a été plutôt un point d'aboutissement chez nous, un point d'aboutissement de réflexion stratégique, puisque le directoire, qui est l'organe de direction du groupe CDC Habitat, dans sa forme actuelle, a été constitué fin 2020 et l'année 2021 était plutôt dédiée à l'élaboration d'un nouveau projet stratégique qu'on a baptisé Impulse 2026. Et ce plan stratégique, il a passé évidemment en revue toutes nos activités et il a une entrée par partie prenante. Et c'est en fait dans le prolongement de la définition de ce plan stratégique qu'on a conçu notre raison d'être. Donc c'est vraiment
un élément de réflexion stratégique, c'est même d'une certaine manière un peu la conclusion de la réflexion stratégique, et on y a consacré une bonne partie de l'année 2022 pour formaliser, comme vous l'avez dit, début 2023, cette raison d'être. Cette raison d'être, comment elle se positionne? Donc, c'est un point d'aboutissement d'une réflexion stratégique, donc elle est parfaitement cohérente avec la stratégie du groupe qui a été définie. C'est aussi une construction collective, puisque elle a été élaborée à l'issue d'une démarche participative qui a impliqué l'ensemble des collaborateurs du groupe. On est plus de 10 000 dans le groupe CDC Habitat, dans l'Hexagone, en Outre-mer, dans l'ensemble des régions françaises. Et c'est une démarche qui nous a été, qu'on a conçue comme participative. On a interrogé l'ensemble, on a donné la possibilité à l'ensemble des collaborateurs du groupe de s'exprimer à travers deux campagnes de questionnaires, de sondages. Évidemment, les travaux étaient organisés par une équipe projet et un comité de pilotage, mais on a souhaité vraiment s'assurer tout au long de la démarche que les travaux sur la définition de la raison d'être étaient bien embarqués et rencontraient bien l'assentiment de l'ensemble des équipes. Donc, ça a été donc une démarche d'ensemble conçue avec la stratégie. Ça a été une démarche où on s'est assuré que l'ensemble des collaborateurs, enfin qu'on crée du consensus autour de l'élaboration de cette raison d'être. Et puis, à l'issue, on l'a inscrite dans nos statuts. Donc, le positionnement de notre raison d'être, c'est vraiment un élément de la stratégie, un élément de mobilisation des équipes, et c'est devenu aussi un élément très engageant pour notre groupe, puisque c'est une raison d'être qu'on a inscrite dans nos statuts en 2023. Voilà, alors je dirais que le sujet maintenant, vous évoquez dans votre question la culture d'entreprise autour de la raison d'être. Je pense que cette raison d'être, elle correspond vraiment à ce que, elle renvoie vraiment à ce que nos collaborateurs pensent du groupe, à ce qu'est l'ADN du groupe, à la manière dont ils ressentent notre activité et ce qu'ils souhaitent que le groupe soit à l'avenir. Il reste un sujet quand même d'appropriation, puisque aujourd'hui, on a pour être tout à fait lucide, on a une appropriation variable au sein des équipes et en fonction des entités du groupe sur cette appropriation de la raison d'être. Ça passera pas, c'est une démarche qui est forcément progressive, on va se donner le temps de le faire. Ça passera par de la communication évidemment en interne et en externe. Ça passera aussi, moi j'y crois beaucoup, par l'incarnation à travers des réalisations concrètes qui illustrent notre raison d'être. Et on y reviendra sans doute un peu plus tard aussi dans la démarche CSRD. Très clair. Merci beaucoup Clément pour ces rappels. Alors Nathalie, sans plus attendre, même question pour toi. Comment cette raison d'être qui est un aboutissement aussi collectif début 2020, c'est quoi le vécu des collaborateurs NC aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de... Bonjour à tous. Merci Anne-France pour la question. En fait, il y a énormément de points communs avec ce que Clément vient d'expliquer. C'est à la faveur de l'arrivée d'un nouveau patron et d'un nouveau projet stratégique que toute la réflexion a été menée. Ça s'inscrivait dans la définition d'une ambition. Ensuite, de différentes initiatives stratégiques qu'on a appelées H2030, NC 2030, avec des piliers fondamentaux et puis des piliers de transformation. Et toute cette réflexion autour de la raison d'être qui traduit à la fois la chaîne de valeur, mais aussi les valeurs de la maison ici. Ça s'est fait avec, d'abord dans un premier temps, avec les membres du comité de direction, où il y avait beaucoup de personnes qui connaissent très très bien la maison. C'est ce que Anne-France t'a rappelé. On a la 8e génération de maîtres assembleurs chez NC. Donc, en fait, il y a eu... alors, je peux d'autant plus en parler que je n'étais pas là. Il y a eu beaucoup d'ateliers justement pour peser les mots et bien identifier les engagements pour définir notre étoile polaire. Donc, en fait, c'était tout un paquet global d'ambition, la raison d'être, les projets stratégiques et puis aussi le début de la formalisation d'une politique de développement durable, à la fois sur un pilier environnemental et puis sur un pilier social et sociétal. Donc tout ça, c'était un projet très cohérent. Et sur la raison d'être en particulier, donc on a essayé d'embarquer tous les collaborateurs, le top management
de la maison NC. Ça représentait à peu près une cinquantaine de collaborateurs dans un premier temps, puis après tous les collaborateurs dans des réunions, ce qu'on appelait de déploiement, où justement on les a fait réagir sur le sens de chacun des mots et en particulier des engagements. Et aujourd'hui, on a la raison d'être affichée partout, dans tout. D'ailleurs, juste là, c'est la raison d'être de la maison NC. Et donc, tout le monde la connaît. Alors, ne sait pas la réciter dans son entièreté, parce que c'est quand même assez long, mais tout le monde connaît les idées clés de la raison d'être. Ensuite, pour rebondir sur le point de Clément sur l'appropriation, on s'est posé la question de l'appropriation, effectivement, il y a 1 an et demi. Et au-delà de certains sujets à creuser, mais on s'est dit, finalement, l'appropriation, ça doit passer par des indicateurs, des marqueurs qu'on a commencé à travailler, justement pour illustrer et le rendre plus concret, en fait, pour qu'on puisse factualiser les concrétisations de notre raison d'être. Et on y reviendra sur ces marqueurs. Alors peut-être sans transition à tous les deux, la CSRD donc, est une lame de fond qui arrive et qui concerne les organisations depuis le début de l'année. Pour les premiers, quelle est l'ambiance générale autour du sujet chez vous et comment vous êtes organisé? Alors je ne sais pas si Clément, vous souhaitiez répondre ou Nathalie. Comme vous voulez, c'est vous qui dites, Anne-France. Eh ben, allez-y, Clément. Allez, j'y vais. Alors l'ambiance générale, je crois que enfin pour être très transparent et très très franc, je pense que la CSRD c'est pas un sujet encore qui est très répandu en termes de connaissances au sein de nos entités. C'est un choc réglementaire, d'abord vécu comme un choc réglementaire, et c'est d'abord un sujet qu'on traite, je dirais, dans les instances dirigeantes du groupe. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quand même une norme qui est relativement complexe. Je disais choc réglementaire. Si on se dit que c'est le second en 3 ans après la taxonomie, hein, la mise en place de la taxonomie, de la réglementation taxonomie. Si on y ajoute la DPEF, c'est peut-être le troisième en 5 ans. Donc il y a une succession de normes de plus en plus contraignantes et de plus en plus utiles, on y viendra après, mais de plus en plus contraignantes qui nécessitent quand même un temps d'appropriation déjà par les organes dirigeants du groupe. Il y a d'abord un sujet de compréhension, puisque c'est quand même la CSRD, hein, vous avez rappelé, je dirais, les attendus de la CSRD, ses objectifs rapidement. Quand on rentre dans la norme, c'est quand même un sujet extrêmement trapu, extrêmement complexe. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, puisque la CSRD va s'appliquer au groupe dès le printemps 2025 au titre de l'exercice 2024, donc c'est vraiment un chantier opérationnel pour nous extrêmement conséquent qu'on est en train de conduire en ce moment. C'est vraiment la réalité. On a d'abord capitalisé sur les chantiers RSE, raison d'être et taxonomie, comme je l'indiquais, puisqu'on a maintenant des équipes qui sont très bien aguerries. Ça nous a conduit à mobiliser une équipe projet transverse pilotée par la mission RSE chez nous, qui est une équipe légère placée auprès de moi, mais qui a l'habitude de défricher un peu les sujets en anticipation. Donc, c'est cette équipe qui pilote la politique RSE du groupe et qui s'assure que l'ensemble des métiers et des fonctions opérationnelles du groupe soient bien embarqués et suivent le rythme. Donc, pour la CSRD, comme je le disais, c'est un chantier qui est un chantier de priorité numéro 1 pour le groupe cette année. Le pilotage est assuré par moi directement, avec l'appui d'une instance qu'on avait créée il y a quelques années qui s'appelle la commission RSE et qu'on a transformée pour les besoins de la CSRD en 2024 en comité de pilotage dédié à la CSRD. Et puis, en termes d'organisation aussi, ça nous a conduit à mobiliser d'emblée la gouvernance formelle
du groupe, puisque au-delà du directoire, on implique très directement notre comité d'audit et puis le conseil de surveillance qui est informé et impliqué dans les travaux et qui, en fin d'année, aura vocation à valider toute la démarche qu'on aura conduite en 2024. Très clair, merci Clément. Et de ton côté, Nathalie, comment la vague est-elle absorbée? Alors, nous, de notre côté, donc la maison Etsy fait partie de la branche vin et spiritueux du groupe LVMH. Donc, c'est le groupe LVMH qui va publier le rapport de durabilité. Cela dit, nous avons commencé à travailler dessus en fin d'année dernière parce que, compte tenu de mes anciennes activités, j'étais à l'audit interne sur la carte, enfin, tout ce qui était la maîtrise des risques. La CSRD, c'est à la jonction entre la maîtrise des risques, la chaîne de valeur et puis les impacts financiers. Donc, nous, on s'est dit avec notre équipe que ce serait intéressant de faire de la CSRD un effet de levier pour faire une sorte de sanity check, de vérifier comment on était, comment nos politiques et nos actions en matière de développement durable étaient complètes ou pas. Donc, avec les équipes de développement durable de la maison Etsy, on a fait un premier travail d'analyse de la double matérialité. Et puis ensuite, on a associé les opérations de la maison, donc les différentes personnes, différentes parties prenantes internes, sur les différents ESR. Et ensuite, on a abouti à des conclusions pour savoir finalement où est-ce qu'on était bien placé, où est-ce qu'on avait des choses à améliorer. Et c'est ce qu'on a débriefé à notre comité de direction qui est très supportif de la démarche. On n'a pas encore interrogé des parties prenantes parce que ça va se faire via la filière cognac et des maisons de négoce. Donc, en fait, on prend appui aussi sur d'autres initiatives en parallèle. Et surtout, ce qu'on voulait vérifier, c'était si on était bien armé sur tous les sujets et d'identifier les scénarios de risque et d'opportunités associés au travail de double matérialité. Donc, en fait, nous, on l'a pris un peu de façon anticipative par rapport à ce que le groupe pourrait nous demander pour en faire un levier de renforcement de nos actions en matière de développement durable au sein de la maison. Donc, ce qu'il faut bien retenir, Nathalie, dans tes propos, c'est que vous n'étiez pas obligé d'y aller, puisque c'est le groupe qui prend en main, mais vous avez imaginé que c'était une opportunité de clarification et de renforcement et d'onboarding du comité de direction sur ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est pas une voie majoritaire que de dire que la CSRD est une opportunité, donc je voulais le souligner. Et est-ce qu'on pourrait se dire que des organisations comme les vôtres, qui ont embarqué un collectif déjà depuis un certain temps, alors au-delà de la structuration de la politique de développement durable, mais dans cette culture est-ce que le fait de s'être doté d'une raison d'être embarque un collectif sur une culture de l'impact, de la durabilité, de la responsabilité et facilite l'absorption de vagues comme celle de la CSRD? Est-ce que vous le ressentez également comme ça? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, tout se répond. Et tout se répond sur la notion d'impact, absolument. Alors, peut-être, si on passe à présent sur la stratégie, ou en tout cas le business au sens dur du terme, est-ce que la raison d'être, là c'est une question pour Clément, a permis de faire bouger les lignes ou, dit différemment, est-ce que des lignes qui bougent prennent appui et s'ancrent dans la raison d'être de CDC Habitat? Est-ce que vous avez des exemples comme ça, Clément, d'inflexion ou de changement voilà, qui sont en écho de cette étoile polaire dont vous êtes doté? Alors moi, je me suis pas doté d'une étoile polaire, c'est Annecy qui est une étoile polaire, mais on a presque pareil, on a décliné par objectif, plus classique, moins original. Mais j'aime bien la deuxième formulation de votre question, Anne-France, c'est-à-dire que comme je l'ai indiqué dans la manière dont on s'est doté de la raison d'être, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion stratégique. Et donc,
Si vous voulez, chez nous, il n'y a pas eu de rupture fondamentale liée à la définition de la raison d'être, mais c'est plutôt l'aboutissement, une brique supplémentaire dans la définition de notre stratégie, euh, qui est parfaitement cohérente avec finalement la stratégie du groupe et la politique en matière de responsabilité sociale du groupe, qui avait déjà été engagée depuis de nombreuses années. Alors, si on veut le rendre un peu concret, dans les objectifs, c'est passé, je ne sais pas si vous l'avez projeté Si. ou pas, mais en fait, on a décliné donc notre raison d'être en 4 grands objectifs. Je vais juste en mentionner un seul pour rendre l'incarnation de cette raison d'être concret. Le deuxième objectif il vise à réduire l'impact de nos activités sur le climat dans le respect d'une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré et promouvoir un modèle plus économe en ressources. Donc, c'est le deuxième objectif, deuxième engagement qui s'affiche à l'écran. Et en fait, si vous voulez, ça, on n'a pas attendu de définir notre raison d'être pour nous engager dans une stratégie ambitieuse en matière environnementale. Ce qu'on a dit dans la raison d'être et dans la déclinaison dans cet objectif, c'est que on va résolument essayer d'aligner nos activités sur une trajectoire 1,5 degré, qui est l'objectif le plus ambitieux de la stratégie nationale bas carbone. Euh, c'est très important pour un groupe immobilier puisque la question des émissions de gaz à effet de serre est un des sujets majeurs de notre activité. Comment on s'est organisé pour le faire et comment finalement notre plan stratégique et cette raison d'être, elle a accéléré le mouvement qu'on avait engagé. On a d'abord constitué une mission décarbonation, c'est-à-dire on a dédié un cadre de haut niveau qui a pris en charge cette mission, qui se trouve être l'ancien directeur du patrimoine du groupe, donc qui est vraiment une personne qui est à la fois sachante, expert sur le sujet, et qui a une autorité au sein du groupe pour embarquer cette question-là. Et on lui a confié une mission décarbonation, donc transversale sur l'ensemble des activités du groupe, mais qui va avoir une dimension patrimoniale extrêmement importante. Pardon pour le jargon, mais ça nous conduit dans un groupe immobilier à revoir tout notre plan stratégique de patrimoine. C'est quoi le plan stratégique de patrimoine? C'est la manière dont on va développer des logements neufs et surtout, compte tenu de la taille du groupe, comment on va adapter notre programme de réhabilitation de notre patrimoine pour tenir une trajectoire 1,5 degré. Et donc ça suppose une revue complète de notre patrimoine, ça suppose de revoir nos plans d'investissement, et quand je dis revoir nos plans d'investissement, ça suppose aussi de faire des efforts financiers extrêmement importants de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'amélioration du patrimoine. Ça suppose aussi je vais juste faire une dernière parenthèse sur la stratégie patrimoniale parce que c'est l'élément majeur de ce plan stratégie climat. Ça suppose aussi d'engager une trajectoire de décarbonation. Jusqu'à présent, on avait un plan qui a été engagé, on va dire, de manière très dynamique à la fin des années 2000, qui consistait à améliorer la performance énergétique de notre patrimoine, c'est-à-dire concrètement à réduire les consommations d'énergie du patrimoine. On a doublé cette ambition d'une trajectoire de décarbonation beaucoup plus ambitieuse que ce qui était le cas auparavant. Ça veut dire promouvoir la production d'énergie renouvelable, l'autoconsommation, le raccordement à des réseaux de chaleur, etc. Donc ça suppose des choix patrimoniaux qui sont plus ambitieux encore aujourd'hui qu'auparavant. Et puis ce plan, et j'en terminerai par là, il intègre aussi une dimension en dehors, en complément de notre stratégie patrimoniale qui va embarquer la totalité des fonctions du groupe, que ce soit les fonctions support, donc le numérique, les achats, les ressources humaines, et puis le fonctionnement courant, c'est-à-dire la manière dont on exerce notre activité au quotidien. Donc voilà une incarnation concrète qui n'est pas une rupture fondamentale, mais où clairement la raison d'être se situe dans un contexte qui nous a conduit à accélérer une démarche environnementale qui était déjà ambitieuse. Merci Clément pour cet exemple. En fait, ce qu'on comprend, c'est que les engagements associés à votre raison d'être vous permettent de consacrer en fait des objectifs sur le temps long et un peu à la manière, enfin, c'est un peu comme si on brûlait nos vaisseaux, on ne peut pas revenir en arrière, c'est inscrit de façon statutaire, donc voilà, ça ancre l'effort collectif. Même question pour toi, Nathalie. Est-ce que
le fait d'avoir ces deux étaux, alors le terme est négatif, mais on va dire ces deux leviers, donc raison d'être d'un côté qui pose une toile de fond et CSRD de l'autre, est-ce que ça permet d'accélérer ou d'infléchir la marche en avant de l'entreprise? En tout cas, la réponse est oui. Et surtout, en fait, ça permet de renforcer les actions déjà entreprises. Aujourd'hui, dans un de nos engagements de notre raison d'être, c'est associer la préservation de la terre et du climat à toutes nos décisions. Donc, typiquement, ça répond aux ESR de la CSRD qui sont sur l'atténuation des effets climatiques. On a un sujet autour de l'eau aussi. Même si on n'irrigue pas dans nos vignes, on utilise beaucoup d'eau dans tout le processus. Et le fait de pouvoir le matérialiser dans nos analyses de la CSRD, ça permet de renforcer encore plus tout ce qu'on s'est dit dans notre raison d'être. Puis il y a un autre sujet qu'on a identifié, c'est que dans un de nos engagements est autour de la dégustation de l'alcool, de la dégustation du cognac. Donc, on insiste sur la dégustation riche de sens, c'est-à-dire de déguster en connaissance les cognacs, puisque plus on connaît le produit, plus on connaît le processus de fabrication, le temps que ça implique d'élaborer un cognac, le savoir-faire qu'il y a derrière les assemblages qui s'appuient sur des eaux de vie exceptionnelles. Eh bien, pour un consommateur, plus on déguste en connaissance, plus on déguste dans le temps aussi et dans le plaisir, en fait, plus on apprécie le produit. Et surtout, c'est ce à quoi on fait attention, c'est justement les excès de la consommation d'alcool, ce qu'on retrouve aussi dans la CSRD où il y a une des ESR autour de les consommateurs. Et un des risques associés à notre industrie, c'est la consommation excessive d'alcool. Et justement, de pouvoir travailler sur les plans d'action autour de la dégustation riche de sens et qui répondent à notre raison d'être, ça renforce encore plus notre responsabilité et le déploiement de leviers pour protéger les consommateurs et limiter les risques. Merci pour cet exemple. Alors, on peut passer à présent au troisième volet qui est celui de la gouvernance et du pilotage. Alors, est-ce que Clément, vous pouvez nous partager de façon concrète la façon dont le sujet CSRD est appréhendé par les instances dirigeantes? Et puis, même question d'ailleurs, la raison d'être également, hein. En fait, je l'ai déjà un peu indiqué, je vais donner un peu plus de détails, mais le sujet, c'était vrai déjà pour la raison d'être et ça l'est encore plus, enfin encore plus, ça l'est tout autant pour la CSRD. On a un niveau d'implication de la gouvernance qui a été très rapide et au plus haut niveau. Donc, à la fois le niveau du directoire pour on va dire, les fonctions de direction exécutive du groupe, mais aussi de la gouvernance de contrôle, donc le conseil de surveillance, et puis ces comités spécialisés, hein, que sont le comité d'audit et le comité d'orientation stratégique, c'est-à-dire les émanations du conseil de surveillance chez nous qui sont compétentes sur ce sujet-là. Sur la CSRD, on a d'abord un sujet d'appropriation. Comme je le disais, c'est vraiment une nouveauté. Même si la finalité est claire, ça reste un sujet relativement complexe au plan technique. Et donc, il y a d'abord un sujet d'appropriation, et ça, on l'a fait très concrètement à travers des sessions de formation de nos cadres dirigeants et aussi des membres de notre comité d'audit. Et à la rentrée en septembre, on va prévoir un séminaire de formation dédié à la CSRD pour les membres du conseil de surveillance dans leur ensemble, pour qu'on puisse avoir des débats éclairés en fait de la gouvernance sur cette question-là à la rentrée. Donc il y a d'abord un premier travail qui est vraiment de mise à niveau général, hein. Il faut prendre ce sujet avec humilité. Nous-mêmes, on l'a fait il y a quelques mois quand la norme
est entré en vigueur et donc on met d'une certaine manière l'ensemble des instances dirigeantes au même niveau. Donc, première question, c'est celle de l'appropriation et d'emblée une implication réelle et très active de la gouvernance. Et puis après, il y a les travaux pratiques qui, comme je l'ai dit, nous conduisent à un agenda très chargé en 2024. D'abord par une approche réglementaire et puis par une approche stratégique. Donc, l'approche réglementaire, c'est quoi? Ça veut dire concrètement désigner un vérificateur de durabilité. Donc, il faut faire réaliser cette formalité. On l'a faite au printemps. Ça veut dire faire l'analyse de la double matérialité pour vérifier que ce qu'on a retenu comme champ d'application de la norme est bien approprié aux enjeux de CDC Habitat. Ça veut dire aussi se doter des instruments de mesure. Quand on inscrit dans notre raison d'être et dans notre plan stratégique la trajectoire 1,5 degré, ça veut dire que derrière, il va falloir se doter et des instruments de mesure, des indicateurs et des plans d'action associés qui seront vérifiés par les auditeurs. Et donc, ces sujets-là sont vraiment des sujets très concrets, très opérationnels, sur lesquels la gouvernance intervient de manière très directe et s'implique très directement. Et puis, on va procéder aussi après à l'analyse d'écart entre la matérialité, cette analyse de la matérialité, et puis la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, la stratégie qu'on va retenir, les plans d'action qu'on retiendra pour réduire cet écart. Et ça va impliquer aussi très rapidement notre gouvernance au plus haut niveau, puisque tous ces éléments-là vont être validés par le conseil de surveillance de CDC Habitat. Voilà, donc comment ce sujet il est appréhendé par les instances? Il est appréhendé de manière très active, à la fois très opérationnel, mais aussi à un niveau qui va permettre de vérifier la cohérence de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de préparer avec la stratégie à moyen et long terme du groupe. Alors, avant de passer la parole à Nathalie, je crois qu'on en avait parlé lors de la préparation. Est-ce que dans les règles de rémunération, il y a des éléments qui sont reliés au sujet de la raison d'être ou de la durabilité? Alors la réponse est oui. C'était déjà le cas ces dernières années pour un certain nombre de cadres, mais la pratique n'était pas uniformisée, n'était pas généralisée. Ce qu'on a fait plus récemment, depuis 2 ans maintenant, c'est qu'on a généralisé en fait les objectifs en matière on va dire, en matière ESG, pour prendre un terme un peu générique. Mais après, ça se décline évidemment dans les champs de compétences des différentes personnes. Et c'est vrai à tous les niveaux. C'est-à-dire que tous les collaborateurs auront des objectifs extra-financiers. C'est vrai aussi plus particulièrement pour tous les membres du COMEX du groupe qui ont une partie de leur part variable attribuée en fonction d'objectifs RSE. C'est 10% minimum. Ça va le plus souvent, c'est au-delà, hein, mais vraiment 10%, c'est le strict minimum. Et pour les membres du directoire, donc les 3 membres du directoire, c'est 20% minimum et nos objectifs sont fixés par notre actionnaire. En fait, le mouvement qu'on a introduit à travers l'intégration d'objectifs extra-financiers, c'est qu'on voit bien que ça répond à la finalité aussi d'une norme comme la CSRD, c'est d'avoir un instrument de pilotage et de mesure qui, à côté de la performance financière, hein, qui était quand même on va dire le mode de pilotage quasi exclusif pendant des décennies des groupes, fait monter en puissance de plus en plus un levier qui mesure la dimension extra-financière de notre activité. Et donc demain, l'ensemble de notre activité et plus particulièrement la performance des 4 dirigeants sera mesurée de plus en plus à travers des indicateurs extra-financiers, même si la dimension financière restera très présente évidemment. La dimension extra-financière a vocation à prendre de l'ampleur et ça c'est clairement le mouvement qu'on a engagé dans la période récente. Merci Clément. Nathalie, est-ce que tu peux nous partager des rituels? Tu nous as parlé tout à l'heure de marqueurs qui sont en train d'être mis en place et peut-être également nous dire un mot sur le comité raison d'être qui vous accompagne sur ce chemin-là. Donc,
en début d'année dernière, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on rende concret les engagements de notre raison d'être. Donc, on a fait tout un travail d'identification des impacts attendus de chacun des engagements et une réflexion sur l'indicateur ou les indicateurs qui traduisent ces impacts. Donc, on a abouti à une quinzaine d'indicateurs. Certains indicateurs existent déjà parce qu'on les calcule. Typiquement, notre empreinte carbone et notre empreinte eau par bouteille émise, ça existe, on l'a déjà. Et on a aussi notre trajectoire qui est chiffrée. Donc ça, c'est un indicateur assez évident. En revanche, il y a des indicateurs qui aujourd'hui n'existent pas, sur lesquels il faut qu'on travaille, comme les indicateurs de biodiversité. Et puis des indicateurs où il y a du travail de déploiement pour récupérer les informations, etc. Donc ça a été un travail en atelier collectif, justement avec beaucoup de discussions, parce que ce qu'on voulait, c'était pas avoir trop d'indicateurs, parce que sinon on n'arriverait pas à les suivre, et puis on voulait vraiment être focus. Donc aujourd'hui, on est dans l'élaboration de ces indicateurs, le calcul de ceux qui existent déjà et la mise en forme et l'élaboration de ceux qui sont en devenir. Et ça, c'était un des leviers, un des axes de travail du comité raison d'être. Et puis le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est justement la dégustation riche de sens, où on s'est dit, là, il y a des points à creuser. On s'était aussi posé la question de comment embarquer tout notre écosystème connaissait, parce que le savoir-faire d'Annecy, c'est d'acheter des eaux de vie jeunes, d'identifier leur potentiel de vieillissement, de les assembler et d'en faire des produits exceptionnels. À la fois, donc, on a de grands volumes, parce qu'en fait, c'est pas 70 millions de bouteilles, c'est plus de 100 millions de bouteilles qu'on vend par an. Mais à la fois, on a des éditions exceptionnelles, donc des Dame Jeanne, donc des contenants de 25 litres qui sont vendus en millions d'euros. Donc en fait, on est capable de faire les deux. Et donc, en faisant tout ce travail, on sait que on sait qu'on a ce type de challenge à couvrir. Alors, Alima, est-ce qu'on a des questions dans le fil? Ah oui, donc on peut continuer à bavarder tranquillement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, je suis surprise qu'il n'y en ait pas plus. Donc, je regarde. Oui, alors peut-être, Nathalie, avant de passer aux perspectives, est-ce qu'il y a aussi des règles de rémunération associées à l'extra-financier chez NC et au sein de la branche spiritueux du groupe? Alors, oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, tout ce qui concerne le développement durable a commencé il y a fort longtemps chez Annecy. Bon, déjà, c'est une maison qui a 250 ans, donc par définition, il y a une question de durabilité et d'interdépendance avec notre écosystème, des viticulteurs et des distillateurs à qui on achète les eaux de vie. On a fait notre premier bilan carbone il y a 20 ans avec M. Jancovici à l'époque. On a fait les empreintes eau il y a 15 ans. Et puis là, en revanche, on professionnalise l'approche et puis on a défini des trajectoires. Donc, en fait, tous les collaborateurs ont conscience de ça. Et dans les accords d'intéressement de la maison, on a des indicateurs liés au développement durable sur les consommations d'énergie, sur les déchets. Et donc, tous les collaborateurs sont concernés, par définition, par l'accord d'intéressement. Et sur tout ce qui est toute la rémunération des cadres, c'est laissé à discrétion du manager. Mais je ne perds pas espoir à un moment donné de faire bouger les lignes. Merci Nathalie. Alors mais peut-être avant de prendre les quelques questions, là on va se laisser un peu de champ libre. Pour finir, quelle serait la recommandation que vous pourriez faire à ceux qui nous écoutent à partir du moment où
où on a regardé comment s'articulaient les deux leviers raison d'être et CSRD. Quelles recommandations vous pouvez faire? Quelle est votre vision personnelle sur ce sujet? Pour revenir au titre, est-ce que on est sur du joyeux greenwashing ou est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de leviers de ce type-là pour soutenir les transitions nécessaires? Et peut-être aussi, quels sont les inconnus à ce stade qui vous interrogent? Voilà, donc là, on est plutôt sur quels sont les points de perspective et puis les recommandations que vous pourriez faire à ceux qui nous écoutent. Clément. Alors, je pense qu'il faut aborder ces sujets-là avec humilité. Donc, je ne sais pas si je peux faire des recommandations, mais peut-être partager quelques convictions compte tenu de ce qu'est notre expérience de ces sujets-là côté CDC Habitat. Je pense qu'il faut éviter déjà deux écueils sur ces questions finalement de stratégie RSE qui prennent de plus en plus d'importance. Et c'est tant mieux. Donc moi, je suis pas du tout dans le camp du bullshit, je suis vraiment dans le camp du levier, de transformation. Mais en même temps, deux écueils à éviter, c'est le déni d'un côté et c'est l'optimisme BA de l'autre, quoi. Le déni, ce serait de refuser de voir l'impact de l'activité humaine sur le climat et plus particulièrement de nos activités économiques et celles de nos entreprises. Euh, il doit y avoir un développement des consciences et ça fait partie de notre responsabilité de dirigeants d'entreprise de faire en sorte que ces questions de durabilité irriguent dans l'ensemble de nos entreprises. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas en pratique dans ce sens-là parce que nos collaborateurs les plus jeunes sont souvent les plus conscients et amènent aussi cette prise de conscience au sein de nos entreprises et nous obligent collectivement à aller encore plus loin. Et c'est de faire en sorte que nos entités assurent bien cet alignement entre le discours scientifique aujourd'hui qui est consensuel. Enfin, ça fait maintenant des décennies que les rapports du GIEC se succèdent et finalement expliquent ce que l'impact de l'activité humaine sur le climat. Et notre travail, c'est de faire en sorte d'aligner cette vision avec les attentes de nos consommateurs, en l'occurrence chez CDC Habitat, des clients locataires ou résidents, et des investisseurs aussi, puisque l'activité immobilière est une activité très intense en capital et en financement. Et de faire en sorte que la valeur extra-financière est de plus en plus essentielle. Donc, éviter le déni, intégrer le fait que ce sujet-là est un sujet majeur et peut-être le sujet majeur des décennies qui viennent pour nos organisations. Et l'autre écueil qu'il faut éviter, c'est l'optimisme BA en se disant, bah, finalement, c'est l'idée selon laquelle tout serait réglé par l'adoption d'une norme. Parce qu'en réalité, le rapport de durabilité, la taxonomie, la CSRD, tout ça, c'est des normes. Mais la concurrence n'a pas disparu entre acteurs français et puis la concurrence internationale n'a pas disparu. Et donc l'idée selon laquelle il y aurait une espèce d'alignement spontané par l'effet des normes est complètement, à mon avis, enfin, ne repose sur aucune réalité. Donc au fond, la CSRD, c'est quoi de mon point de vue? C'est un outil ça n'est qu'un outil, mais c'est un outil extrêmement puissant qui dote les entreprises et l'ensemble du monde de l'économie, notamment les investisseurs et les prêteurs, d'une comptabilité extra-financière qui permet de comparer, de mesurer plus objectivement les entreprises et de les comparer entre elles, et nous-mêmes de mesurer notre performance. Et donc, de ce point de vue-là, ça doit être un levier de pilotage pour l'entreprise qui vient compléter le pilotage classique sous l'angle financier, qui ne disparaîtra pas demain. En revanche, ce qui est important, c'est que le pilier extra-financier prenne toute la place qui est nécessaire à l'avenir. Et donc, finalement, pour moi, la question, c'est pas tellement que chacun devienne un spécialiste de la CSRD. C'est absolument pas ce qu'on demande ni à nos collaborateurs et ni même à nos cadres dirigeants. Ça va être un sujet de spécialiste, la CSRD, comme la comptabilité et la finance sont des sujets de spécialistes. Simplement, ce qui me paraît important, et c'est ça l'enjeu, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire, et ça ne marchera que si
tout le monde je dirais, s'y emploie, c'est de faire en sorte que l'impact extra-financier de nos activités soit pris en compte de manière systématique par tous les collaborateurs et par tous les dirigeants, au même titre que l'impact financier de notre activité. Et donc que cet élément-là soit demain un élément de pilotage, un levier de pilotage pour nos activités. Voilà, donc voilà, c'est ma conviction sur ce sujet-là. Je suis désolée, j'ai la sirène incendie qui retentit depuis 3 minutes et je ne sais pas si c'est un exercice de simulation, mais je dois vous quitter. Ah, donc Et tu peux c'était pas. pas prévu, donc si je peux, je reviens, mais il faut que je quitte la salle. Eh ben écoute, non, on a presque terminé, Nathalie, c'est dommage, on n'aura pas ton point de vue expertise. Oui, mais là, ça fait 3 minutes que ça retentit. Je ne voulais pas couper Clément, mais il faut que j'y aille. Restons, voilà, c'est le vas-y vite, même si ça n'est qu'un exercice. Alors peut-être que on peut prendre, Clément, on reste avec vous et on a une ou deux questions, je crois. Halima? Ah, alors plusieurs questions. Dis-nous tout. Tu les projettes? Alors, donc, certaines tensions peuvent exister entre vos différents objectifs ou entre vos objectifs de raison d'être et business. Donc, oui, là, c'est une question sur les dilemmes, Clément. Comment on gère les dilemmes? J'ai envie de dire, c'est gérer des contradictions, c'est notre travail quotidien. Donc, c'est une excellente question et donc ça justifie, je dirais que ça justifie le fait que dans les organisations, il y ait des instances d'arbitrage, de direction qui travaillent sur ces sujets-là. La question, c'est une question pour moi de priorisation. C'est-à-dire que il peut y avoir des contradictions objectives entre des objectifs de nature strictement financière et des objectifs en matière extra-financière. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a un élément de notre plan de décarbonation qui consiste à favoriser l'utilisation de biogaz pour le chauffage de nos résidences et de nos ensembles immobiliers. Et ben le biogaz, il est un tout petit peu plus cher que le gaz naturel. Et ben, le choix économique, ça consiste à réaliser un arbitrage pour que, pour un coût légèrement plus élevé, on favorise quand même un gaz dont l'émission sera beaucoup plus faible, le pouvoir émissif sera beaucoup plus faible que le gaz naturel. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret où il doit y avoir un arbitrage. Je l'ai un peu indiqué tout à l'heure. Deuxième exemple concret sur notre patrimoine, accélérer la performance énergétique de notre parc et en particulier réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça suppose des plans d'investissement supplémentaires. Bon, bah, on fait un effort financier additionnel, évidemment. Et pourquoi il y a un arbitrage là? Parce qu'on le fait au rythme où on est capable de le soutenir financièrement pour le groupe, mais en ayant une vision très volontariste quand même de cette question-là. Donc, pour moi, c'est normal qu'il y ait des contradictions. C'est vrai dans la conduite d'une entité. Tous les jours, on fait des arbitrages. La question, c'est une question de priorité. À partir du moment où on a fait de la transition énergétique et la transformation environnementale de notre patrimoine une priorité stratégique, il est clair qu'on se donne les moyens d'y parvenir. Alors, il y a une autre question sur pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au modèle de la société à mission finalement? Alors, c'est une question, on ne l'exclut pas forcément, mais on a préféré prendre les sujets les uns après les autres, je dirais de procéder par étapes. Et d'une certaine manière, donc comme je l'ai indiqué, notre raison d'être est statutaire, donc elle a été inscrite dans nos statuts. On a déjà dans le pilotage de notre groupe un reporting d'activité qui est très riche, hein, qui évidemment s'appuie sur la stratégie de notre actionnaire, la Caisse des dépôts, qui est très en avance sur les sujets, sur la politique ESG. Et finalement, l'arrivée de la norme CSRD nous conforte un peu dans ce choix d'attente, en tout cas à ce stade,
puisque la CSRD, au-delà de de la finalité du levier de pilotage qu'on a évoqué tout à l'heure, va nous conduire à avoir un reporting beaucoup plus précis, beaucoup plus riche que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, en réalité, la question qui est posée derrière, c'est celle de la modalité, mais si on regarde en termes de finalité, de mesure de l'impact de notre activité, finalement, on va sans doute arriver à peu près au même effet, c'est-à-dire à la fois d'avoir des plans d'action extrêmement ambitieux et un reporting très rigoureux sur l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, parce que je vois pas tout là, je vois l'écran qui masque. Il y a une question là, on peut peut-être y répondre très vite. C'est pouvez-vous vous rappeler le temps entre la fin des travaux sur la raison d'être et le démarrage des travaux CSRD, c'est ça? Ah voilà. Oui, 0 minute, 0 seconde. Ah, Ça a oui, été instantané parce que les 2 exercices se sont suivis quasiment instantanément. Après, c'est un peu le hasard. La CSRD, il y a un calendrier réglementaire. ouais. La raison d'être, on a ajusté le calendrier en fonction de notre organisation interne. Mais il se trouve que ça a été quasi concomitant et on a démarré la CSRD dans la foulée. Une question également, Clément, sur votre place au sein du secteur. Est-ce que l'exemplarité que vous cherchez à prôner tire le secteur vers le haut? Est-ce que vous avez de l'influence? Bienvenue Nathalie à nouveau, ravie de te retrouver. Je laisserai les dernières questions à Nathalie, et puis en plus, elle pourra nous livrer sa conclusion parce que Oui. j'ai beaucoup parlé et je m'en excuse. Alors, en quoi notre action tire votre secteur vers le haut? Alors, toujours en restant humble sur ces sujets-là, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'être les pionniers dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. C'est vraiment quelque chose qu'on affirme et qu'on assume. On souhaite vraiment être à la pointe, le best in class, pour reprendre une expression consacrée dans les sujets, dans la matière de SG. Notre idée, c'est quand même d'essayer d'être en avance par rapport aux exigences réglementaires et donc par rapport aussi à nos pairs dans le secteur. Ça nous a conduit, je dis juste un mot, j'ai beaucoup parlé d'atténuation en matière environnementale. On essaye aussi d'être en avance sur les sujets d'adaptation. C'est que c'est un sujet très important en matière immobilière. Et on a construit un outil qui est précurseur dans ce domaine, qu'on appelle le diagnostic de performance résilience, qui nous permet d'évaluer l'exposition de notre patrimoine aux aléas climatiques. Et donc, derrière, de pouvoir déterminer des plans de travaux spécifiques pour améliorer l'adaptation de nos ensembles immobiliers. Ça veut dire s'adapter concrètement mieux aux inondations, aux îlots de chaleur, enfin aux phénomènes extrêmes de chaleur, améliorer le confort de et la sécurité de notre patrimoine. Donc, voilà, on essaye vraiment d'être parmi les meilleurs dans notre secteur. Merci Clément. En effet, Nathalie, merci de revenir parmi nous. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que dans ces 2 dernières minutes, tu pourrais nous partager un point de vue plus personnel, Nathalie, sur les perspectives, voilà, les perspectives au regard de ces 2 leviers qui ont été proposés aux entreprises, à savoir la raison d'être, la CSRD. Comment tu vois les choses se jouer? Est-ce que c'est une aide? Voilà. Ben moi, je pense que la CSRD, c'est un outil, c'est un bon outil pour se poser les questions. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, ça positionne toutes les entreprises sur un pied d'égalité. Cela dit, par rapport à de la compétitivité internationale, mondiale, on est en Europe en avance de phase par rapport aux législations chinoises ou américaines. Donc, en fait, ça peut engendrer des distorsions de compétitivité parce que de toute façon, tout ce qui concerne la durabilité a un coût et ça, c'est indéniable, en tout cas pour nous. Cela dit, quand on fait le parallèle avec d'autres types de réglementations, comme le GDPR, où en fait, en Europe, on a été dans les premiers. Après, la Chine a développé sa security law. Les États-Unis, dans certains États, mettent ça en place. Et puis, comme il y a eu des breaches très conséquentes de data, je pense qu'à un moment donné, la réglementation va rattraper. Donc, c'est une question de temps.
pour remettre tout le monde à niveau. Moi, je pense que pour nous, pour les entreprises européennes, c'est une très bonne opportunité de se regarder, en fait, de regarder l'impact qu'on a sur la société, sur l'environnement, de se poser les bonnes questions. Nous restons des entreprises qui doivent être profitables et donc on n'est pas, dans notre cas, on n'est pas une ONG ou une entreprise caritative. Donc, c'est aussi, ça permet de faire un pendant avec la profitabilité et la rentabilité. Cela dit, c'est un exercice difficile d'arriver à jongler avec toutes ces contraintes, toutes ces injonctions contradictoires. Mais c'est ce qui fait l'exercice, c'est ce qui rend l'exercice très intéressant et très passionnant pour arriver à faire réfléchir les décisions petit à petit. C'était un peu ce que nous partageait Clément pendant ton absence incendiaire, si je puis dire, puisqu'en fait, pour Clément, il fallait éviter de tomber dans le piège, dans la facilité du déni ou celle de l'optimisme BA, et que c'est vrai que ces propositions CSRD d'un côté, qui n'est qu'un outil et raison d'être, permettent de se poser les bonnes questions, de prioriser et de continuer d'avancer. Et là, par correction vis-à-vis de nos auditeurs, il est 10h01. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange. Merci évidemment beaucoup à Clément et Nathalie pour ce moment. J'espère, Nathalie, que tu n'as pas trop couru dans les couloirs. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, Alima, on va faire l'impasse. Tant pis. Donc, on va tous retourner à nos réunions. Merci à nouveau, j'espère à bientôt à tous et bon courage dans les jours à venir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup. Au revoir.